Vous écoutez Paillettes et Préjugés, le premier podcast sur le genre et l'intimité des enfants. Comme moi! Bonjour, c'est Aline Laurent-Maillard. Je suis très émue aujourd'hui de diffuser pour la première fois ce générique en studio d'enregistrement, qui plus est avec deux invités incroyables, Julie Guilaine-Michel et Alice de Rochechouart, qui attendent patiemment que je les présente. Si vous avez écouté les épisodes du hors-série Bienvenue bébé, que j'ai diffusé cet été pour lancer Paillettes et Préjugés, vous connaissez l'histoire. J'ai sorti en 2023 un podcast enquête sur la façon dont les bébés apprennent le genre, apprennent leur genre. J'ai adoré, mais ça n'a répondu qu'à une petite partie des questions que je me posais et que vous m'avez posées depuis sur le genre des enfants. Et plus précisément sur comment on aide les enfants à grandir libres et fiers dans une société patriarcale qui empoisonne leur rapport à leur genre, leur corps, leur intimité, leur centre d'intérêt et leur choix de vie. Et je vais rajouter aussi leur façon d'aimer. Une campagne de crowdfunding et un burn-out plus tard, j'ai lancé Paillettes et Préjugés en juin avec une rediffusion enrichie des épisodes de Bienvenue bébé qui sert d'introduction en fait un petit peu à tous ces sujets. Donc si vous ne les avez pas écouté les épisodes, je vous les recommande. Et aujourd'hui, on lance le format principal de Paillettes et Préjugés, les conversations, pendant lesquelles on va réfléchir une semaine sur deux avec mes invités à une question que nous ont envoyée un ou une auditorice. Avant de lancer l'épisode, je voulais encore une fois vraiment souligner à quel point ce podcast a été une affaire collective. Donc vraiment, mille merci à toutes les personnes qui m'ont accompagnée sur ce projet. Là, je vais faire une petite liste complètement tronquée. Donc Anna, Sophie, Anso, Dorian, Jude, Eve et tant d'autres. Et là, je ne vais vraiment pas dire tous les prénoms, les 230 personnes qui ont contribué à la campagne de crowdfunding. Voilà, 230, c'est quand même juste ouf. Voilà, et ben on y va. Aujourd'hui, je suis avec une de ces personnes qui m'ont beaucoup aidée. J'ai nommé Alice de Rochechouart. Salut, bonjour Aline. Alice, t'es docteur en philosophie et t'es la créatrice du podcast Fil d'actu, P-H-I-L, comme philosophie, pour philosophie, qui est un de mes podcasts préférés de tous les temps. Oui, merci. Ça me fait plaisir. Et qui reconnecte la philo au monde, qui connecte la philosophie à l'actu. Tu as toujours des conversations hyper intéressantes avec des invités ou alors ton point de vue de philosophe sur une actu du moment. Et donc, je recommande. Tu participes aussi à l'émission La Dernière sur Nova. Et comme si ça ne suffisait pas, là, en ce moment même, tu es en train de finir un livre qui s'appelle Privilège, ce qu'il nous reste à abolir. Oui. Aux éditions Lattès, qui est, donc on partage une maison d'édition et une éditrice, puisque c'est aussi là que moi j'ai publié mes deux derniers livres, Libérés de la masculinité et Post-romantique. Et normalement, quand vous serez en train d'écouter ce podcast, ce livre sera dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies. Ouais, que les bonnes. Ouais. Mais sorti le 3 septembre. Voilà, donc. si le livre n'est pas en rupture de stock. Absolument. Voilà. Absolument. C'est une très bonne remarque. Ouais. Ouais, non, mais... Je n'avais pas envisagé. Ouais. Pourquoi je dis ça ? Parce que donc là, effectivement, on parle du 3 septembre, mais nous, là, on est le 6 juin. Donc, on est bien en avance sur la diffusion. Donc, je vous dis, vous êtes prévenus, si jamais on fait des blagues qui tombent totalement à côté de l'actu de septembre 2025, vous savez pourquoi. On n'est pas sourde à l'actualité. Donc forcément, comme il n'est pas fini, j'ai pas pu le lire en entier, mais j'ai lu l'avant-propos et c'était tellement bien écrit que j'avais envie de faire tomber le pouvoir avec tous les révolutionnaires de 1789 et les gilets jaunes. Donc allez-y si vous aimez voir du sang couler. Enfin, pas que. non, c'est vraiment un livre très poli. Et avec nous, on a une autre personne que je rêvais d'avoir dans ce podcast et qui a aussi sorti un livre génial, Julie Guilaine-Michel.
Donc là, il est sorti déjà quand nous on enregistre, donc on peut le montrer à la caméra. Donc si vous regardez sur YouTube, vous pouvez le voir parce que le podcast est dispo sur YouTube. Donc il s'appelle Croire aux faits, mais pas aux clichés. Et c'est un guide pour comprendre et combattre les clichés sexistes de la fiction jeunesse. Clairement, un sujet que j'adore et qui est vraiment central pour toutes les discussions sur le genre et l'intimité des enfants. Voilà, c'est un livre qui est super utile, super complet, super facile à lire et super drôle. J'ai vraiment pouffé plusieurs fois en le lisant. Et je conseille à tous les parents et les pros de la petite enfance et de l'éducation parce que ça permet vraiment de regarder la fiction autrement et du coup de pouvoir avoir des discussions et plus intéressantes avec les enfants. Mais en fait, ça va être tout le sujet de cet épisode, je pense. Quand je t'ai contactée, j'avais pas encore lu ton livre. J'étais déjà fan de toi, puisque tu as fait le compte Insta incontournable, Petite lecture inclusive, dans lesquelles tu proposes des analyses d'œuvres culturelles pour les enfants. Beaucoup de livres, mais aussi des dessins animés parfois, notamment. Et tu partages des recommandations de livres qu'on pourrait appeler woke, à défaut d'un tout à fait les appeler inclusif, pour faire un peu plus francophone et moins islamo-gauchiste. Moi, j'aime bien woke. Ça me convient bien. Ouais. J'avoue que moi aussi, j'aime bien ce terme. On se le réapproprie comme queer. Et en plus de tout ça, tu es consultante éditoriale. Bref, on a quand même là sur le plateau des personnes avec beaucoup de casquettes. Des pointures. Des pointures, des pointures. Et Julie, je suis particulièrement heureuse de t'avoir parce qu'on a bien galéré à trouver une date qui fonctionne pour toi, moi, le studio, parce que tu vis en Haute-Savoie. Donc on ne pourra pas nous dire qu'on est des bobos parisiennes. Ça, c'est déjà ça de prix. C'est seulement vous. J'avoue. Enfin bref, on a fini par trouver une date et la semaine dernière, tu m'as appelé, c'était plus possible. Tu étais à Paris dans 3 jours, du coup, il fallait qu'on avance, qu'on cale ça dans 3 jours. Donc voilà, on a fait tout ça. Signe des divinités. Le studio m'a répondu, annulation de dernière minute. On a eu le studio, le moment où tu passais. J'avais le temps de finaliser tout. Donc voilà, on a fait un maxi rush. J'ai pas pu avoir la troisième personne que je voulais inviter, mais j'ai les personnes les plus importantes. Et du coup, je suis ravie. Voilà. Bon, tout ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la question du jour. Je pense que vous avez un petit peu deviné le thème. On va parler de fiction aujourd'hui. Dans Bienvenue bébé, j'avais dédié un épisode à l'influence des histoires lues aux bébés sur leur apprentissage des rôles de genre. Et on avait proposé avec le crew de parents qui intervenait dans les différents épisodes de Bienvenue bébé. Et on avait proposé nos techniques pour préserver un peu les bébés et plus largement les enfants de ces stéréotypes. Donc, on avait par exemple dit on peut inverser les genres des personnages, transformer un petit Léo en une petite Léo, changer les rôles des adultes. Un papa devient une deuxième maman, une tante ou une amie. Enfin, c'est de repenser un peu les schémas familiaux. Ou carrément dégenrer, soit en utilisant Yel, soit en utilisant le prénom pour parler d'un personnage. Ou par exemple de dire un parent à la place de papa-maman ou une grande personne. Ce qui est aussi très bien pour l'inclusivité de juste les enfants, les parents, des amis aussi, et des gens qui sont dans leur vie. Vous notez peut-être un petit peu que je parle bizarre, ça s'appelle le stress du premier épisode. Mais il y a plein de situations où on ne peut pas relire à sa sauce. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Et ça, c'est une question que m'a posée Bertie, qui est une autre personne qui a énormément aidé ce podcast. Bonjour, je m'appelle Bertie, j'ai 2 enfants qui ont 15 et 12 ans. Nous sommes donc dans une famille queer avec 2 mamans. Et on fait toujours très attention à ce qu'on leur montre, comment on leur explique les choses, etc. Et c'est vrai que moi, il y avait des dessins animés que j'avais très très hâte de leur montrer parce que je les avais grave aimés, dont l'un qui s'appelle Peter Pan et aussi le film Hook que j'ai beaucoup aimé. Et en fait, en leur montrant un grand drame, Wendy passe sa vie à faire la lessive, lire les histoires, elle s'occupe de tout le monde. En gros, Wendy est une petite maman. Elle est en compétition, à fond en compétition avec Fée Clochette. Et surtout, les personnes un peu cool, entre guillemets, c'est les Lost Boys. Et comme ça se dit, c'est boys, des garçons en fait. Voilà.
Du coup, ma question, c'est comment on fait dans ce genre de situation? Est-ce que juste on arrête de regarder ces dessins animés? Est-ce qu'on les regarde, mais on explique à nos enfants au fur et à mesure? Est-ce que, voilà, comment on gère avec les trucs des années 90 qui sont un peu datés, ou alors avec les trucs de 2025 mais qui sont pas actuels? Voilà, merci beaucoup. Merci Bertie, à toi. J'en profite pour faire sa pub parce que vous avez noté que j'aime bien soutenir les personnes qui participent à ce podcast. Bertie, elle a une super marque de lingerie inclusive qui s'appelle Bertie Isabeau. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, si vous avez envie de soutenir une entrepreneuse française queer, allez-y. Alors avant toute chose, je pense qu'on a besoin d'une information méga super importante, cruciale. Bertie était fan de Peter Pan. Vous, c'était quoi votre dessin animé? Alors, moi c'était, je me souviens très bien, je devais avoir, je m'en souviens, j'avais genre, je sais pas, 6-7 ans. J'étais fan, maintenant ça me paraît inconcevable, de La Belle au Bois dormant, un des pires. Et vraiment, et à tel point, les personnes qui écoutent se rappellent peut-être, il y a un moment où elle monte dans la tour, elle entend un bruit là, et puis elle lève un sourcil. Elle lève un seul sourcil. Oui, et je vois la scène, je la vois. Ouais. Waouh. Elle était j'étais en crush méga sur elle, trop belle et tout. Et donc j'ai passé l'année suivante à m'entraîner à faire ce sourcil. Ça a été mon obsession. Et j'ai réussi. Voilà, donc j'ai créé des muscles pour faire. Donc ça a été pour vous dire à quel point j'aimais bien. L'année d'après, j'ai appris à loucher d'un œil, ça c'était l'autre truc. Mais là, cette année-là, c'était mon année Belle au Bois dormant. Aujourd'hui, ça me paraît inconcevable parce que c'est vraiment non seulement extrêmement ennuyeux, mais extrêmement problématique. Enfin, c'est un cauchemar. Voilà, je reviens de loin. Oui. Je veux bien que tu montes le sourcil. Wow. Ah oui, on C'est va sur YouTube. magnifique. Je suis pas sûre que je dirais que ça te rend très très belle. Non, mais à l'époque, vraiment, je m'entraînais, j'avais 7 ans. Mais je préfère loucher d'un œil, c'est plus drôle. Je peux le faire aussi si vous voulez. Oui. Bah, est-ce que tu peux le faire à la caméra? Ouais. Salut. Voilà. Voilà. Voilà, on se met les défis qu'on peut quand on a 7 ans. Tu pourras peut-être couper ça. Je crois pas. Julie, à toi. Oui, bah, ce n'était guère plus glorieux vu que moi c'était La Belle et la Bête. Oh. Et, ouais. Bien aussi. Et moi le crush c'était sur la Bête quand même. Mm. Ce qui est complètement paradoxal parce qu'en fait tu crushes sur un animal qui est méchant. Voilà. Et par contre sa transformation en humain ne m'intéressait absolument pas. Moi je voulais la Bête et je trouvais le monsieur qui arrive à la fin là nullissime. Je voulais la Bête. C'est incroyable. Moi, j'avais un petit crush sur Casper. Le fantôme? Bien sûr. D'accord. T'en connais beaucoup d'autres Casper? Non, mais je me suis permis de vérifier parce que j'étais un peu étonnée comme le son de la voix l'a révélé. C'est-à-dire... Bah, quand il se transforme en garçon. Je me souviens pas. Je regardais pas. Alors, en plus, si vous avez un peu suivi ce que j'ai fait précédemment, donc je suis asexuelle et aromantique, donc Oui. vraiment les crushs. Donc, c'est pas quelque chose que je comprends bien, mais esthétiquement, Bah oui. il était beau. On aurait dit un frère Hanson, quoi. Il était blond et tout. J'ai revu des photos récemment. Je crois que j'ai revu Casper récemment. Enfin, je sais plus. Il n'est pas si beau que ça. Mais à ma hauteur. Oui, mais on pourrait dire que c'était un crush sur la spiritualité. Tu vas crusher sur un fantôme, c'est assez beau finalement. Non mais là c'était esthétique, c'est ce que tu dis. Tu sais quoi, je vais tout accepter, toutes les analyses. Et personne ne me l'a demandé, mais moi je vais vous le dire. Du coup, moi, mon truc absolu, c'était le Roi Lion. Mm. Et un peu comme vous, du coup, quand je regarde avec le recul, je me dis... Ok, t'étais en kiff sur la royauté et l'élu, la personne qui va sauver toute la société et qui a le droit d'être supérieure aux autres, alors que, voilà, à bas le capitalisme, à bas la royauté. Mais du coup sur Mufasa. Bah non, sur Simba. Ah d'accord, ok. Enfin, c'est pas un c'était le personnage. dessin animé. Oui, d'accord. C'était ok. tout. Enfin, Ok. je veux dire, tu ne te mouches pas du coude, tu fais des proutes, Bah oui, c'est trop tu cool. marches, t'as la petite queue du phacochère qui bouge. Bah ouais. Ah ouais. Ah non, tu vois, c'est mon côté non-binaire. Moi, j'étais pas comme vous dans un délire de princesse et tout. Moi, j'étais sûre. Mm. Il n'y avait pas de robe dans mon dessin animé préféré. En plus. Ouais, je peux me la péter un petit peu. Et ben voilà, ça c'est fait. Les phacochères. Mon fils est absolument fan de Hakuna Matata en ce moment, donc tous les soirs on se fait Hakuna Matata, donc ça va. Je vois bien les phacochères et les proutes. C'est Bah oui. génial. Bah ouais. C'est trop bien. Je suis très jalouse parce que nos enfants ont le même âge et moi j'ai pas encore. Mais peut-être que je lui ai pas encore parlé de Hakuna Matata. Ouais. Donc faut que je me mette sur le rail. D'ailleurs, super transition. Est-ce que tu regarderais, est-ce que tu montrerais du coup à ton enfant La Belle au Bois dormant? Alors non, mais parce que c'est nul. Enfin, c'est extrêmement ennuyeux. Enfin, vraiment, le côté problématique, il est très présent, mais
c'est pas très compliqué de cancel La Belle au bois dormant parce qu'en fait, non mais c'est horrible ce film. Enfin, franchement, il y a certains de ces films, je sais pas si tu as essayé de les re-regarder, des Walt Disney, genre Bambi. Enfin, c'est pas problématique, mais c'est inregardable, quoi. On s'ennuie. Ah, Mm. c'est à mourir d'ennui, quoi. Et pareil pour, en fait, beaucoup de ces vieux Disney. Ce qui, du coup, moi, je trouve, facilite le travail. Parce que j'ai pas envie de lui montrer ça, parce que, en fait, c'est chiant, quoi, tout simplement. Donc, on va pas s'emmerder à regarder un truc aussi chiant, tu vois. Donc, indépendamment du côté politique, voilà, il y a une superposition entre le politique et le divertissement. Donc, en l'occurrence, ça se passe plutôt bien, c'est facile, quoi. Donc non, on ne regardera pas La Belle au bois dormant. Je lui apprendrai à faire le sourcil, mais c'est à peu près tout, quoi. Et en fait, quand on a préparé cette interview, tu me disais que ce que tu trouvais intéressant dans la question de Bertie, c'est que c'était en fait, ça partait de son envie à elle en tant que parent. Oui, ça, c'est sûr, mais elle fait la distinction dans sa question, et je pense qu'il faut revenir là-dessus. Elle dit les vieux films et les films de 2025. À mon avis, il y a une différence de traitement entre les deux. Parce que qui veut voir le film d'avant, c'est évidemment toi qui veux transmettre à ton enfant. Et moi, je pense que pour le coup, j'ai envie de lui montrer Le Roi Lion, Aladdin, parce que j'ai trop kiffé. Alors, il faudra accompagner le regard. Par contre, ces vieux films-là, voilà, il faut voir que c'est toi qui as envie de le regarder. Donc, c'est plus facile, à mon avis, d'aller contre ton désir. Tu vois, tu vas pas frustrer ton enfant. C'est juste toi qui vas te dire ah, j'avais trop envie de lui montrer Peter Pan. Je regarde Peter Pan, c'est horrible. Bon, bah, du coup, c'est facile à cancel. Tu vas pas générer une frustration ou une souffrance de la part de ton enfant, tu vois. Par contre, le deuxième truc que ça m'inspire, et ça, on en avait discuté aussi, ce que je trouve marrant, et moi, c'est un peu ce que je disais là en creux dans La Belle au bois dormant, c'est que si je re-regarde ça, ces films-là, ça m'apaise un peu dans mes propres problématiques. Je me dis, oh, je reviens de loin. Tu m'étonnes que j'étais quand même tellement matrixée par le patriarcat. T'as vu ce que je regardais? Bah, bravo à moi d'avoir fait ce chemin. Et ma pauvre enfant, ma pauvre, quoi. Donc, toi, tu as grandi. Ton quoi. enfant intérieur. Ouais, mais j'aime pas, c'est un terme de psychanalyse, donc j'aime pas. Mais en gros, c'est un peu ça, tu vois, tu guéris. Ouais, tu fais un peu la paix avec toi-même, quoi. Tu te dis, oh là là, dans quoi qu'est-ce qu'on me montrait, mais quelle angoisse. Et donc, ouais, je trouve que ça permet d'avoir un petit apaisement de soi-même. Tu vois, je sais pas si tu es d'accord là-dessus, quoi. Ou pas. Si, je comprends complètement ce que tu veux dire par rapport à l'apaisement vis-à-vis de soi-même. Ouais. Après, je suis pas du tout une parent apaisée vis-à-vis de vis-à-vis de mon enfant. Et tu vois, je serais vraiment dans l'optique le protéger de ce que moi j'ai vécu Ouais, et des carrément, clichés que moi j'ai assimilés. Vraiment l'en protéger, quitte à l'accompagner à mort. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je trouve que les vieux films, tu vois, parce que je trouve que pour moi, dans la parentalité, l'équilibre difficile à trouver, c'est d'un côté avoir des valeurs politiques et morales et éthiques qui sont importantes et qu'on a envie de transmettre. Et je pense qu'on est ici parce qu'on partage ces valeurs-là et cette volonté de les transmettre. Mais sans convertir ton enfant en un projet politique et un projet éducatif, et aussi que ton enfant puisse être épanoui. Et ça veut dire aussi partager une culture commune avec, dans la sociabilisation, tu es obligé de partager une certaine culture commune, je trouve, à l'école. Si tu prives ton enfant, on pourra revenir sur Pas de patrouille ou des horreurs comme ça. Bien sûr. De suite, parce que là, mon enfant Jo, 3 ans et demi, et du coup, demande de plus en plus Pas de patrouille, que j'ai vraiment absolument pas envie de regarder. Je l'ai lu une fois à des enfants il y a 4 ans et j'ai fait genre, c'est mon objectif de vie, ne jamais relire de livre de Pas de patrouille. C'est horrible, mais en même temps... Et comment tu justifies? Enfin, pour l'instant, en fait, j'ai toujours réussi... Enfin, Jo ne me l'a pas trop beaucoup demandé, donc c'était facile. En fait, j'ai proposé autre chose qui me plaisait plus. J'ai allumé Disney+. Jo a vu Lilo et Stitch. Je veux ça. Ok, très bien, ça me semble convenable. Et en fait, voilà, c'était facile de proposer autre chose, mais il y a un moment où ça va pas tenir. Et comment tu justifies, en fait? Moi, il est comme toi, il a 3 ans et demi, donc c'est encore facile. C'est pas encore crucial de partager ces références-là. Donc je pense que Julie, pour le coup, éclaire-nous. Dis-nous ce qui nous attend. Après, moi, je suis parent d'un enfant qui peut-être pas forcément dans les clous, dans le sens où il est hypersensible et les dessins animés, il veut pas les voir. Il veut juste pas aller voir, ça l'intéresse pas. Déjà, c'est trop long, il s'ennuie, comme tu disais en fait. Et puis en plus, il y a beaucoup d'émotions très fortes. Les dessins animés jouent beaucoup avec la peur, avec la tristesse, et c'est tout moche en fait pour lui. Donc j'ai cette problématique qui est qu'on ne voit pas de dessins animés en fait. Okay. Je me sens tout d'un coup pas du tout compétente pour ce podcast. Non, mais ce que je commence à faire,
Je vois alors, du coup, je vois très bien ce que tu veux dire sur les émotions très fortes de dessins animés. Mais ce que je commence à faire, c'est que je fais un peu je fais de l'espèce de manipulation douce, tu vois. Genre quand on regarde un dessin animé Ça m'a l'air très très sain comme. Ouais, c'est très sain. Ça donne envie de le dire. Et bien Des sûr. enfants Non, en alors plus. vous allez voir ce que je veux dire. Mais en fait, tu regardes un dessin animé avec un personnage qui est problématique et tu vas dire genre, lui, il est un peu relou, quoi. Enfin, tu vois, tu fais en sorte Que tu ça vois, passe, oui. qu'ils projettent de l'affect, Ouais. qu'ils disent j'aime pas ce personnage. Il peut pas forcément articuler exactement, mais que tu vois, voilà, je fais un peu ça. Alors, tu vois, manipulation douce, c'était vraiment très Oui, doux. enfin ça c'est quand même juste la transmission de valeurs Oui, c'est ça. qui est juste que tous les parents font. Par exemple, Oui. pas de patrouille, je répète ACAB, 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 tu vois. Et donc, au bout d'un moment, ça passe, tu vois. Et je dis non, mais la police et tout, c'est. All chiens are bastards. Non, all cops, non. Ça met. dogs. Not all dogs, non mais ils ont tellement. C'est honteux d'avoir subverti les chiens. Alors qu'il y a des chiens clairement de droite et de gauche. Il y a des races de chiens de droite et de gauche. Bien On va pas sûr. rentrer là-dedans, mais Mais bon, bien après, il y a sûr. aussi des chiens pompiers, j'allais dire pompiers et pompières, mais en fait, c'est bien tout le problème de Pas de Patrouille, c'est que. Il y a... Donc, il y a. Pour celles et ceux qui sont suffisamment chanceuses pour ne pas avoir vu Pas de Patrouille, donc il n'y a que des chiens mecs qui font des métiers de mecs. Et il y a Stella, qui est la caution femelle, la C'est ça. femme. Sauf qu'en fait, Stella est déjà rose Bien et sûr. Oui. complètement inutile. Donc La là, plupart du temps. on avait trouvé chez quelqu'un un petit livre pour apprendre, pour accompagner les enfants dans l'apprentissage sur la thématique Pas de Patrouille. Je crois que j'ai vu Stella une fois en 30 pages, quoi. C'est genre, mais vraiment, c'est du foutage de Ouais, Elle est gueule. très peu C'est appelée à vraiment la la rescousse. caution, C'est quoi. la schtroumpfette, quoi. Ouais, C'est c'est la la ch- schtroumpfette. Mais non, la schtroumpfette, on la voit beaucoup plus. Hein. Bah parce que tous les mecs veulent pécho la schtroumpfette. Est-ce que là, les chiens veulent pécho Stella Moi, je Non, regarde pas Pas de heureusement, patrouille. heureusement, t'imagines dans la surcouche de sexisme, si en plus il fallait qu'il. Je crois pas, il faut quand même les garder innocents, les petits-enfants, dans le patriarcat. Ouais. Et toi, tu fais quoi alors Éclaire-nous aussi de ce que tu fais avec ton enfant. Pas pour l'instant. Pour l'instant, j'essaye de faire comme toi, de la manipulation. Ouais, c'est ça, douce. tu C'est vois. le terme qu'on va garder pour lui montrer d'autres choses. Mais je pense que, par exemple, une fois, je pense que je finirais par craquer. Enfin, c'est même pas craquer, c'est juste si mon enfant veut vraiment quelque chose, on le regardera. Ça me semble être une évidence. Et donc, quand Jo m'a parlé, m'a pas arrêté de me dire pendant une semaine, enfin, même pas, juste. J'ai cédé très rapidement, je pense pendant 15 minutes. Je vais regarder Star Wars. Donc vous avez compris, Star Wars dans le langage de Ok. 3 ans et demi. Ouais. Et j'étais là, genre, tu veux regarder un truc avec Wars dedans? C'est pas vraiment les valeurs de la famille. Ouais, mais c'est anti-Vietnam, ça va, c'est quand même un film. Non, c'est vrai, c'est un film fait contre la guerre du Vietnam. Tu peux le faire voir comme ça. C'est un Oui. film révolutionnaire contre. Et en fait, tu vois, justement, en fait, c'est marrant parce que moi, Star Wars, c'était le truc que je voulais regarder quand quand j'ai découvert Star Wars ado. Je me suis dit, je veux un enfant pour lui montrer ça. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment la première fois où je me suis dit, genre, je veux un enfant, c'est pour lui montrer Star Wars. Et depuis, je suis devenue un peu plus, ma mère dirait radicale, beaucoup plus à gauche. Et du coup, je vois tous les problèmes qu'il peut y avoir avec Star Wars. Et je parle pas que juste des bisous non consentis, des je te déteste, mais en fait, je t'aime. Ouais, c'est horrible. Mais juste de cette idée, encore une fois, d'un élu D'un avec des élu, pouvoirs, qui va sauver tout le monde, etc. Une prophétie virile. Exactement. Mais en fait, je me suis dit, bon, déjà j'ai lâché très vite parce qu'en fait, je me suis dit, mais regarde ta maison. Je veux dire, tu as des tasses Star Wars, ton enfant joue avec tes livres de faux livres pour enfants qui font de la musique sur Star Wars. J'ai un livre avec des bruits de Wookiees, qui est un cadeau de mon très cher Nicolas, que tu connais. Bah oui, il a forcément. Mais t'as vu, il y a une nouvelle petite série pour les enfants maintenant, Star Wars, ça s'appelle, je sais plus quoi, les Petits Jedi ou Star Wars Junior. Tout à je sais fait, plus quoi. tout à fait. C'est J'aurais- pas si mal. J'aurais pas Ouais. montré à Jo le vrai Star Wars, hein, Oui. je suis pas si tarée que ça. Mais effectivement, il y a Young Jedi, enfin oui, jeune Oui, Jedi. Oui, les petits Et, Jedi. et du coup, j'ai fait ça et j'ai même pas regardé trop ce qui se passait, je me suis endormie. Mais pour ça, tu vois, par contre, ça, mon fils regarde, donc je peux en parler. Ça, c'est un truc qui nous est venu de l'extérieur, c'est vraiment un truc qu'il a ramené d'école, les petits Jedi, je sais plus c'est quoi le titre. Et je me suis dit, moi, je suis pas du tout, enfin, je peux pas me faire à l'idée qu'on va interdire un support, que je vais interdire un film ou un dessin animé, dans le sens où si c'est pas moi qui l'accompagne, il va le regarder à l'école, il va Bah le ouais, regarder c'est ça. avec les copains, il va le regarder chez un copain, chez une copine, et ça va me revenir droit dans la face. Et du coup, mon parti, c'est d'accompagner au maximum, y compris les trucs qui m'intéressent pas, y compris les trucs où je le sens pas, où ça va piquer. Mais j'accompagne au maximum parce que moi, je sais que c'est accompagné.
que je vais un petit peu le protéger de ce dont tu parlais tout à l'heure, des clichés sexistes, pour que lui ne les prenne pas pour argent comptant, pour qu'il les reproduise pas vis-à-vis des autres aussi. Et alors, comment tu fais concrètement? Tu fais des commentaires pendant le dessin animé ou Ah après? Non, je tiens à ma vie, donc j'évite. J'attends la fin du dessin animé pour dire bon, bah, t'as vu, voilà, la fille, elle est toute seule, hein, elle est toute seule avec plein de petits personnages masculins. C'est un peu nul pour elle quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parfois, il n'en pense rien du tout, mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, parce que moi, j'essaye de faire ça, notamment quand j'ai... Petite anecdote, donc dans ton livre, à un moment, tu parles pas mal aussi des illustrations, et donc il y a un petit dessin rigolo avec une sorcière, avec la peau verte. Tu parles beaucoup de la peau et de comment est-ce qu'elle est... les problèmes de peau sont associés à la méchanceté. Et je regardais à côté de moi un peu dans l'incompréhension de pourquoi est-ce que je regardais des dessins d'enfants dans mon livre d'adulte. Et je lui demande qu'est-ce que t'en penses. Et là, Jo me dit la sorcière, elle est belle. J'étais là, genre, ok, avec les verrues, le nez pointu, tous les trucs clichés, d'accord. Et du coup, j'ai voulu vérifier ce que tu disais, que le lien beauté-méchanceté. Et j'étais là, genre... Tu sais, j'essayais de faire des questions ouvertes, parce que c'est ce qu'on m'a toujours dit, il faut faire des questions ouvertes. Et en fait, Jo ne mordait pas du tout à l'hameçon, mais bon, Jo a 3 ans et demi. Oui. Et donc, j'ai fini par faire une question fermée. Je n'étais pas convaincue qu'il fallait la faire, et j'ai fini par demander est-ce que tu penses qu'elle est gentille ou méchante, qui est un truc que j'essaye toujours de ne pas faire, parce que j'essaye à fond d'apprendre à mon enfant qu'il n'y a pas de personne gentille et il n'y a pas de personne méchante. Et voilà, je n'étais pas très fière de moi. Je ne sais même plus d'ailleurs ce qu'a répondu Jo, mais ça m'a vraiment... À ce moment-là, je me suis dit, ok, tu demanderas à Julie, qu'est-ce qu'on fait quand les enfants répondent pas aux questions ouvertes et que tu veux créer une discussion et qu'il n'y a rien qui sort de cette discussion? Eh ben, tant pis. Non, alors moi, je suis partie du principe que même si l'enfant ne répond pas à la question, au moins, il a entendu la question. Donc, quelque part, tu as déjà posé une petite graine. Et cette petite graine, tu vas peut-être la reposer plus tard avec d'autres dessins animés en reposant les mêmes questions. Ou peut-être que l'enfant, il va toujours pas répondre. Mais en même temps, tu reposes la même question à chaque fois. Donc, ça commence à devenir quand même à créer peut-être un mécanisme de pensée, en tout cas, j'espère. Donc, disons qu'il faut avoir cet optimisme de se dire je parle pas dans le vent complet. Et puis, les questions fermées, c'est pas forcément si nul. C'est bon, je suis pas un mauvais parent, mauvaise féministe. Je te valide en tant que parent. Non, je pense que tant que ça le ou ça l'a fait réagir, déjà c'est pas mal. Moi, ce qui marche bien, c'est vraiment d'essayer de proposer à l'enfant de chercher une autre histoire, d'inventer le truc autrement, d'aller titiller un peu ce qui est créatif dans l'enfant. Et ça marche bien, de lui dire, cette histoire, elle est comme ça. Toi, si tu pouvais la réécrire ou si tu pouvais réécrire cette partie de l'histoire, tu fais quoi? Il y a quoi qui t'intéresserait comme action? Et ça marche bien en général. Vraiment, toi, qu'est-ce que tu imagines en fait avec ton super cerveau d'enfant? Qu'est-ce que tu imaginerais? Ça me fait penser, alors c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment faire dans les dessins animés, quoique. C'est du coup dans le fameux épisode de Bienvenue bébé sur la fiction, je crois que c'était Gabrielle Richard qui disait que souvent pour choisir, elle demandait en fait à ses enfants de choisir le rôle des adultes, notamment dans l'histoire. Et donc elle disait, à ton avis c'est qui ça? C'est la tante, c'est la mère, c'est la grand-mère? Et de laisser un peu, du coup, d'ouvrir la discussion sur le fait d'inviter les enfants en fait à se réapproprier et à imaginer en fait par eux-mêmes aussi, à compléter la fiction. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on peut faire aussi avec les enfants. Est-ce que tu penses que ça a été une bonne idée, pas une bonne idée? Moi, je demande parfois, mais attends, je sais pas là, tu crois que c'est un garçon, c'est une fille, c'est un enfant non-binaire? Et du coup, parfois, je demande à Jo, et c'est toujours rigolo de voir la réponse. Moi aussi, je le fais. Et généralement, Léo, il a des réponses magiques. Il me dit des trucs, genre, en fait, on s'en fiche, maman. Ouais, grave. Si tu m'embêtes. Il t'a out-walké. Oui, t'as raison, on s'en fiche, en fait. Trop bien. J'ai trop hâte de regarder des dessins animés en rentrant. Moi, il y a un truc aussi qui m'interroge toujours, c'est est-ce que j'en fais pas trop? Et je crois que c'est quelque chose qu'on partage toutes les trois. En fait, donc, il y a un épisode de Bienvenue bébé qui est peut-être mon épisode préféré et qui est sur le langage et notamment en fait le fait que les expériences scientifiques ont prouvé que la raison pour laquelle les enfants s'attachent tellement aux stéréotypes de genre, surtout quand ils sont entre 3 et 6-7 ans, c'est parce qu'en fait,
on leur fait comprendre depuis qu'ils sont nés que c'était la chose la plus importante à propos de tout le monde. En fait, la première chose qu'on leur dit sur quelqu'un, c'est quel est son genre. Et on l'utilise dans le langage, etc. Et du coup, depuis, j'arrête pas de penser à ça, le fait que les enfants développent des stéréotypes de genre parce qu'on attire leur regard dessus. Et du coup, je me dis, waouh, mais si en fait, à chaque fois que je pose des questions, à chaque fois qu'on lit un bouquin, je lui en parle. Ou, alors moi, ce dont je parle dans Bienvenue bébé aussi, je laisse, Jo n'a pas encore affirmé son genre désiré. Donc pour l'instant, j'utilise un peu tous les pronoms, ou j'en parle de façon neutre. Et parfois, du coup, je me dis, est-ce que je ne lui demande pas trop souvent, en fait qu'est-ce que tu préfères comme terme Ah, il y a quelqu'un qui t'a appelé mon garçon. Est-ce que tu aimes bien mon garçon? Est-ce que tu préférais autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut trop en parler? Du genre spécifiquement ou du genre dans les dessins animés? Les deux. Est-ce qu'on peut trop en parler? J'ai tendance à penser que si l'enfant il se plaint pas, il ou elle se plaint pas, c'est que ça va. Après, moi, je pense que je suis too much, mais qu'en même temps, ça fait de moi une référence quelque part, non seulement pour mon enfant à moi, mais aussi pour ses copains et ses copines. Parce que j'ai remarqué que quand, par exemple, je vais en sortie avec l'école, il y a une ou un des enfants qui sort quelque chose qui correspond pas à ce que j'ai appris à Léo, il vient me chercher. Il dit, maman, par exemple, là en l'occurrence, c'était une petite fille qui pensait qu'il pouvait pas y avoir de relation amoureuse entre deux filles. Et donc il est venu me chercher, j'étais the référence sur le sujet, il le savait. Et il m'a dit, maman, tu te rends pas compte de ce qu'on vient de me sortir comme dinguerie. Trop bien. La consécration maternelle. Ouais, alors la pression un peu aussi. Tu devais être fière. J'étais fière, mais j'avais peur de mettre la petite fille en galère après pour elle, dans sa famille. Je savais pas à quel public. Donc j'y allais quand même un peu avec des pincettes, mais effectivement, je me dis, ok, j'en fais peut-être imagine trop. ce que je vis, moi, en tant que parent non-binaire, du coup, parce que mon enfant m'appelle Aline, par mon prénom. Et du coup, de plus en plus, il y a des enfants qui viennent me voir et qui me disent, mais pourquoi Jo t'appelle par ton prénom? Et là, c'est ce grand moment où je suis là en train de me dire, je ne sais pas qui sont les parents de cet enfant, et si je vais être jugée par ses parents, si je vais foutre la merde dans cette famille, on y va. Allez, joyeusement. La binarité de genre n'existe pas. Enfin, si elle existe, mais on a le droit de la subvertir. Mais c'est vrai que c'est un peu un travail de funambule, quoi. Tu sais pas à qui tu t'adresses forcément, tu sais pas le background qu'il y a derrière. Mais en même temps, tu as une référence non seulement pour ton enfant à toi, mais aussi pour d'autres qui peut-être entendent des discours qu'ils n'entendent pas quotidiennement. Peut-être que ça leur ouvre des horizons qu'ils avaient pensé peut-être pas, il ou elle pensait pas forcément se voir ouvrir un jour. Donc on marche sur des œufs, mais on marche sur les œufs quand même. Mais j'ai tendance à me dire qu'il faut partir du matériel, il faut partir du réel. C'est-à-dire que si effectivement j'entends Sacha dire un truc et je suis là, ok, hyper problématique Sacha, on va en parler. Enfin, tu vois, là, il va ouvrir le truc. Ou quand on regarde ce dessin animé où il y a un personnage horrible, je dis machin. Et en fait, je pars du principe qu'il faut qu'il y ait des situations qui se profilent. Je ne suis pas en train d'éviter le sujet ou quoi, mais pour justement pas, à l'inverse, cristalliser un truc, en faire un trop gros sujet où je vais le projeter sur lui, et là. Donc mais c'est un peu ce que tu dis là, ce que tu as expliqué dans ton anecdote. Tu as une petite fille qui dit ça, et du coup, ça va permettre d'insuffler un peu d'esprit critique, un peu d'interrogation. Après, je pense que vu les questions qu'on se pose, là, je pense que c'est inconsciemment quelque chose qu'on insuffle au quotidien sans même s'en rendre compte auprès de nos enfants. Cette espèce d'esprit critique et cet esprit d'interrogation et de subversion des normes, je pense qu'on transmet beaucoup plus que ce qu'on croit ou ce dont on est conscient. Et que donc, il n'y a peut-être pas besoin de vouloir être un mentor, tu vois, tout le temps, quoi. Tout n'est pas un moment éducatif avec son enfant, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est ce que tu dis, un exercice de funambule. À mon avis, si on veut que ce soit désirable aussi, cette contre-perspective qu'on propose, il faut que ce soit chill. Tu vois, c'est ça aussi. Il faut que ce soit pas trop sérieux, il faut que ce soit chill, il faut qu'on en rigole. Je pense que les enfants fonctionnent par le rire, le jeu. C'est quand même, c'est comme ça. Enfin, donc c'est peut-être ça la clé, se dire à quel moment c'est chill et cool, et pas grosse leçon un peu pénible, quoi. Je suis d'accord. Tu me disais aussi, c'était super intéressant, Alice, car tel est ton prénom, un prénom très loin du mien, donc très difficile à mémoriser. Voilà. Que il y avait deux types de contenus.
Ouais, alors ça, c'est... oui, ça c'est une distinction importante. C'est une distinction. Alors je vais faire mon autopromo, pardon. Mais j'ai interviewé dans un de mes épisodes une philosophe qui s'appelle Edwige Chirouter, qui est formidable. Écoutez l'épisode, moi c'est vraiment. Elle est formidable, elle est philosophe avec les enfants. Donc ça fait 25 ans qu'elle fait de la philo avec les enfants, des ateliers philo à partir de la grande section, donc à partir de 4 ans. Vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai recommandé dans la Cet newsletter Ah ouais, ok. de Paillettes et Préjugés. Donc, Ouais. sachez que j'ai aussi une newsletter et que tu vois, moi, j'ai pas du tout peur de faire ma propre Oui, mais on était promo. sur ton podcast, donc c'est logique. C'est vrai. Tu vois, moi, j'impose. Moi, c'est le fil d'actu PHIL. Voilà, donc il y a une newsletter dans laquelle je rajoute un petit peu des infos sur les coulisses et aussi, du coup, des recommandations en plus dans laquelle donc j'ai déjà recommandé ce magnifique Ouais, épisode. non, mais vraiment, enfin, cet épisode, moi, j'avais les larmes aux yeux en l'enregistrant, en l'écoutant. Enfin, c'est bouleversant, c'est vraiment, elle est incroyable. Et on pourra en rediscuter après si vous voulez, parce que c'est un peu ce dont on est en train de parler, c'est de faire de la philo avec les enfants, c'est-à-dire de l'esprit critique, de l'interrogation de ce qui semble aller de soi, des espaces de liberté. Enfin, c'est génial. Et donc, elle fait ça depuis très longtemps et elle explique qu'il y a 2 types de contenus, exactement comme nous. Il y a des contenus qui sont à visée éducative et des contenus qui sont juste pour se vider la tête, quoi. Et en fait, nous, on est pareil. On peut lire toute la journée des livres, des essais ou écouter des podcasts et tout. Et aussi, on a le droit de regarder le soir Koh-Lanta et des trucs débiles sur Netflix, quoi. Et ben, les enfants, c'est pareil, en fait. Tout n'a pas, et c'est un peu ce que je disais aussi tout à l'heure sur le fait que ton enfant n'est pas un projet éducatif. C'est qu'en fait, ton enfant... Il y a des moments, il va avoir, ça va être super de montrer des contenus ou de faire lire des livres qui sont un peu avec de la réflexion, enfin ce dont tu parlais très bien. Et d'autres moments, c'est cool de regarder des trucs un peu débiles. Mais c'est là où les trucs débiles, il faut faire en sorte que ce soit pas problématique. Des trucs légers, en fait. Débile, le terme est pas juste, en fait. Des trucs légers, des trucs où c'est pas là pour faire réfléchir. Donc je pense qu'il faut faire la distinction là-dessus. Et puis aussi, je crois beaucoup au plaisir dans la parentalité et je pense que ça permet d'échapper à cette pression et ce côté un peu austère de la parentalité où tu es en permanence, tu n'es pas le prof de ton enfant en fait. Tu n'es pas tout le temps à avoir, pareil, cette portée éducative. Il y a aussi plein de moments de jeu et c'est tout aussi important. Et donc, dans les contenus, il faut faire la distinction entre les deux. Donc, toute la question, c'est de trouver des contenus à visée pédagogique qui soient intéressants et des contenus légers qui ne soient pas problématiques. Donc, pas de patrouille, typiquement. Mais il y en a, en fait, il y en a plein. Et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de rappeler à chaque épisode, c'est chill. On a tellement de pressions qui sont mises sur nos épaules. Aussi se dire, bah ouais, en fait, on n'est pas... nos enfants, ils ont le droit à du temps calme, ils ont le droit à du temps de fun, à du temps de légèreté. C'est pas des premiers ministres Carrément. ou des premières ministres. Et pareil pour nous, et c'est justement aussi un des points, et je crois qu'on en avait toutes les deux parlé, nous ne sommes pas aussi parfaites que Julie, et nous ne regardons pas toujours les dessins animés avec nos enfants. Ah, mais moi non plus. Toi non plus. Ah non, mais non, mais attends, en ce moment, sa BD préférée, c'est Astérix Obélix, s'il te plaît. Voilà. Je suis très très loin de la perfection, mais vous imaginez même pas dans quoi je pagaille. Non, Astérix Obélix. Mais bon, l'avantage, c'est que les petites questions que j'ai posées avant, ça fait quand même son petit chemin parce qu'il sait que c'est pas parfait. Mais je le laisse lire parce que ça l'amuse. Et puis en plus, il faut qu'il apprenne à lire, donc on se débrouille avec son art. C'est pas mal. Mais parce que c'est aussi, je trouve, moi, tout le défi des dessins animés, qui est vraiment un médium complètement différent de la lecture, Oui. qui est que, comme tu me l'as très bien dit, Alice, pendant la préparation, les dessins animés, c'est quand même là pour que les parents se reposent, quoi. Bah oui. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui, moi, le but, c'est quand même que je ne sois pas obligée, en plus, de regarder le truc, quoi. Enfin, je peux regarder 5 minutes, mais le but, c'est que moi, je fais autre chose. Je fais une micro-sieste à côté, quoi. On est Donc, d'accord, les micro-siestes sur le canapé, là, quand l'enfant est en train de regarder Ouais, la c'est bouche bien. ouverte son dessin animé, et toi, t'es là, genre... Ouais, où je suis en train de scroller sur scroller, Insta, ouais. en train de faire un contenu qui n'est pas forcément pédagogique non Tu plus. regardes ton téléphone avec ton enfant à côté. Eh oui, Ah ouais, quand même. ouais, je sais. Non, mais t'as raison, en fait, je me démarque complètement de ces deux parents. Mais j'ai bien senti que t'étais... Toi, t'as jamais fait ça, hein. Mais bien sûr De toute façon, j'ai bien senti que vous m'avez identifié direct, manipulation douce, c'était fini, quoi. Non, mais J'ai attends, non. creusé ma tombe dans Moi, cette non affaire. seulement je m'endors, mais en plus, après, il me dit Maman, t'as vu quand le personnage il a fait ça? Moi, je suis oui. Ouais, Donc c'est- tu c'est mens que- à ton je enfant. mens, je Ah, mens. d'accord. Voilà, c'est pour te dire. Hein. Ouais, Dramatique. jamais, Mais clairement. jamais fait ça, bien sûr, de dire à mon enfant, oui, c'était super ce que t'as fait, alors que je n'ai pas regardé. Jamais. Non, Jamais. ce saut que tu as fait, 3 Tellement mètres, haut. incroyable.
Mais du coup, c'est tout l'enjeu, c'est de trouver des dessins animés où tu puisses avoir à peu près confiance, quoi. Alors évidemment, on ne va pas se dire que ça va être parfait sur tout, parce que sinon, c'est trop difficile. Mais d'avoir justement... Est-ce que ça existe quelque chose de Bah parfait? oui. Et de toute façon, ça peut pas exister dans la mesure où la vie fait qu'il y a des désaccords, y compris avec des gens avec qui tu partages les mêmes valeurs. Mhm. Il y aura jamais rien ne sera jamais consensuel, et donc de fait, il pourrait y avoir des, enfin rien ne sera jamais parfait parce que c'est la vie en somme, on pourrait dire. Non mais Quelle philosophie, Et Hakuna c'est beau. Matata non, et arrêtez, tout on ça. dirait non, non, je fais des trucs plus cool que ça dans mon podcast. C'est pas juste dire c'est la vie. Mais voilà, en tout cas, d'où l'enjeu de trouver des contenus qui soient chill et sans prise de tête, mais qui soient pas problématiques, quoi. Ouais, puis peut-être pas faire un sujet de tout aussi, C'est parce ça. que si tu commences en fait, oui là par contre tu vas devenir le parent relou. Je pense que si tout devient un sujet. Alors que la parentalité, enfin moi je trouve que c'est énormément de plaisir. Moi je rigole trop avec mon enfant, et en fait il faut préserver ces trucs-là, quoi. Il y a aussi des difficultés, mais justement, laissons-nous un peu parfois de l'espace et de la légèreté à nous aussi, quoi. Bah, moi, mon point de vue, mais alors c'est très personnel, c'est que on censure pas. On censure pas dans le sens où ça va revenir dans les supports culturels des enfants, qu'on le veuille ou pas, par l'école, par les amitiés, ça va revenir. Donc pas censurer, en tout cas c'est mon point de vue, plutôt accompagner que censurer. Je sais pas si tu partages. Mais en fait, c'est le terme censure qui me gêne un peu, parce que ce sera pas censuré dans le sens où je dis pas qu'il faudrait qu'elle interdise de regarder Peter Pan. Je dis juste que je prends le pari que son enfant ne lui réclamera pas, et que du coup, à partir de là, elle n'est pas obligée de le montrer. Ce que je trouve intéressant, et c'est un peu une réflexion sur le conte, ce que c'est qu'un conte. En fait, Peter Pan, dans le dessin animé qui est celui de Disney, c'est pas du tout la même histoire que le conte originel, qui est bien plus hardcore, comme tous les contes, comme tous les films Disney, qui édulcorent en fait les contes, qui sont souvent beaucoup plus violents que ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'il faut se rendre compte qu'un conte s'intègre toujours dans un contexte, toujours dans une époque. Donc pour moi, c'est pas de la cancel culture ou de la censure, c'est juste de reconnaître qu'un conte, à un moment, s'est intégré dans un contexte social, et que on peut faire revivre Peter Pan version 2025. Il n'a pas encore été fait en dessin animé, mais on peut très bien l'imaginer. Et là, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu demandes à ton fils d'inventer des histoires. Et je pense tu peux essayer de le faire comme ça, prendre la base du conte, qui est une réflexion sur le fait de ne pas vouloir grandir, en enlevant les dimensions ultra sexistes de Wendy, etc. Donc moi, ma préconisation, c'est ne lui montre pas ce dessin animé qui, en plus, sans doute est très ennuyeux, je pense, comme tous les vieux Disney. Et il ne s'agit pas de censure pour moi. Il s'agit, tu vois. Par contre, sur les contenus de 2025, et là, c'était présent dans sa question, là, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut accompagner, pas censurer, parce que interdire un truc que ton enfant réclame, je pense qu'on est toutes les trois d'accord pour dire... Oui. Puis il y a un autre truc intéressant avec les contes, c'est que ce serait bien de les reconstruire, de les réinventer pour que ce soit plus des contes. Alors je m'explique. Dans les contes, l'idée, normalement, en tout cas tel qu'on explique le conte aux enfants à l'école, on leur explique qu'un conte, c'est un récit où les personnages sont moins des humains que des actants, c'est-à-dire des outils qui font évoluer le récit par leurs actions. Ils sont là pour faire évoluer le récit. La conséquence de tout ça, c'est que les personnages sont très peu creusés en termes de psychologie. Et donc, ce qui marche bien avec les enfants, c'est simplement de leur demander ce personnage-là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il pense? Par exemple, Wendy, quand elle doit s'occuper de tous les enfants perdus, comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle pense? Est-ce que c'est juste une petite maman ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Donc, sortir en fait de cette dimension du conte où un personnage, il est là que pour faire avancer le truc. Et mon casque est en train de se barrer. Et vraiment creuser la psychologie. C'est ce qui permet, je pense, de détricoter tout un paquet de clichés sexistes. Trop intéressant. Parce que ce que tu n'as pas dit, je pensais que tu le dirais à un moment, c'est que tu organises aussi des ateliers de discussion avec les enfants autour de la lecture, c'est ça? Oui, de discussion avec les enfants, et puis alors de façon totalement inattendue pour moi, aussi avec les adultes. Et alors de Genre façon vous lisez Choupi avec les adultes? Alors pas Choupi, mais je suis pour si vous avez envie. Non, mais par contre, il y a des structures qui m'ont contactée pour reproduire les ateliers que je fais avec les enfants, mais avec des adultes à propos des contes. Parce que je pense que ça crée une petite distance. On parle de sexisme, mais sans dire directement, par exemple, à un groupe de managers, vu que là c'était ça, sans leur dire directement, vous, dans votre pratique quotidienne du travail, vous avez des pratiques sexistes. Mais en prenant le compte, donc ça crée une distance, il y a ce côté, c'est pas vous qu'on accuse directement, mais bon, quand même, on va en parler.
Et puis il y a ce côté creuser la psychologie des personnages, parce que c'est ce que je fais en atelier, c'est creuser la psychologie, qui peut être simple pour toutes les personnes qui ont envie de réfléchir sur le sexisme. Trop intéressant. Petite parenthèse, c'est quand même aussi pour ça que je voulais faire un format conversation. C'était pour pouvoir faire des petites parenthèses. Ouais. J'ai reçu hier le dernier livre donc, qui aura déjà été sorti depuis 3 mois de La Ville brûle, qui s'appelle Quelle joie. Quelle joie, merci. Il est très chouette. Et qui est très chouette. C'est une mère séparée qui dit qu'au début, elle stressait elle se disait, j'ai foutu la vie en l'air de mon enfant en me séparant de son père. Et en fait, c'est des dizaines de pages de la joie chaque semaine que l'enfant et sa mère ont, soit quand c'est la semaine ensemble et quand c'est la semaine pas ensemble. Et c'est vraiment ça. Ah, c'est et trop je bien. trouve que c'est tellement important de dire la joie d'être ensemble, la joie de pas être ensemble. Ouais. Et Ouais. vive la joie. J'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré C'est vrai. devant ce livre. Ouais, Oh. vraiment. Parce qu'il faut dire, je suis en pleine séparation. Et Ok. du coup, la garde alternée, je suis à fond dedans. Et tu as cette culpabilité d'avoir toujours été là en tant que parent, puis de là être là à moitié. Et mettre de la valeur dans ça, mettre de la valeur dans le temps que tu prends déjà en tant que parent. C'est tellement rare. Des livres enfants qui disent le temps que ton parent prend pour lui ou pour elle, c'est important. Oui, moi je pleurais de la page 1 à la page à la fin. Oh. Lisez ce livre, il est joyeux. Bah, écoute, moi, rien qu'en en t'entendant en parler, ça, vous savez beaucoup de ça m'a émue. Ouais, grave, moi aussi. C'est trop bien. Parce que, en tant que parent solo, vraiment le temps passé seul, Ouais. je trouve que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Merci à ma mère d'ailleurs qui garde Jo pour 4 jours. Il y avait un dernier point que je voulais aborder avec vous. C'était que faire quand vraiment les enfants réagissent pas et que tu as envie de les faire réagir. Alors tu as dit c'est pas grave s'ils réagissent pas les enfants. Mais tu m'as quand même dit quelque chose d'intéressant pendant la pré-interview, Julie, qui était que ça fonctionne mieux en atelier. Oui. Que ça fonctionne mieux quand il y a plusieurs enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Je pense que ça relève d'une forme d'émulation de groupe où quand il y a une personne qui participe, tout d'un coup, tu te sens toi en tant qu'enfant autorisé à participer aussi. Quelque part, il y a ce phénomène-là. Mais je pense que ça marche aussi s'il y a juste 2 enfants. J'ai pensé à ça après t'en avoir parlé. C'est que, par exemple, si je mets mon enfant avec un autre enfant devant un livre et que je pose une question, il y aura peut-être plus de réponses s'ils sont 2. Parce qu'il y a ce côté, c'est un peu un jeu. C'est plus un jeu s'ils sont 2 ou plusieurs que s'il y en a juste un tout seul qui attend vaguement que tu aies fini ta petite leçon, quoi. Oui, ça Donc, fait je moins pense qu'il- interrogation c'est et ça. ça fait plus discussion. Ouais, il y a ouais. dynamique de groupe, discussion, oui, Mm. c'est ça. Co-création, coworking, tout ça. Intelligence collective. Ouais. Exactement. ouais. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas aussi, je reviens à l'interview avec Edwige Chirouter dont je parlais tout à l'heure, qui organise du coup des ateliers philo. Il y a peut-être aussi, alors dans l'idée d'un atelier, il y a aussi l'espace, le lieu qui matérialise que c'est un espace de discussion, avec aussi animé par une personne qui n'est pas ton parent, et où du coup il y a moins cet enjeu qu'il peut y avoir avec ton parent. Voilà. Et elle, ce qu'elle préconise, Edwige Chirouter, c'est comme ça qu'elle construit ses ateliers, et donc ça résonne très bien avec ce dont on parle aujourd'hui, c'est qu'elle dit, pour faire un atelier philo, le mieux, c'est pas du tout de partir de la vie et l'expérience des enfants, parce que c'est trop intime et un peu il y a trop d'affect et c'est un peu brûlant. Et donc, elle part de fiction, justement. Donc, les enfants lisent, ou on leur lit des fictions, tout le monde a les mêmes, et après, ils vont discuter de thèmes philosophiques à partir de ces exemples de fiction. Donc, ça rebondit complètement avec ce dont on est en train de parler là. Et voilà, donc ça crée un espace avec un matériau commun, et donc ça casse le côté leçon de morale, version cours de morale de la Troisième République. Ça casse aussi le côté enjeu trop affectif avec ton parent. Ça met sur un pied d'égalité tout le monde parce que tu as plusieurs enfants qui discutent. Enfin bon, c'est vraiment chouette, quoi. Ouais. Ça donne envie d'en mettre en place dans son école quand on l'écoute en parler, quoi. C'est possible d'ailleurs, mais... C'est ça, c'est aussi la question. Est-ce que du coup on peut recréer ce côté émulation quand on est avec ses enfants? Qu'est-ce que vous recommandez de faire? Je trouve qu'on en arrive toujours à cette énième question. Est-ce que tu veux toujours trouver cet esprit d'équilibre entre passer des moments sympas avec ton enfant et pas tout le temps être dans un truc pédagogique à te mettre dans un... tu vas pas recréer... Moi, je pense pas que là, aujourd'hui, j'ai envie de créer des ateliers philo la semaine avec mon enfant et d'autres enfants. Ouais. Parce que j'ai envie de kiffer le week-end, quoi. Non, mais c'est tout bêtement, en fait. Tu vois, il y a l'école... Et voilà, j'ai envie que les choses soient un peu circonscrites aussi. Après, je pense que je lui parle de philo tout le temps parce que je peux pas m'en empêcher. Mais
Moi, je répète ce que dit Edwige Chirouter, dont je suis maintenant la plus grande fan. D'essayer il y en a, ça existe dans les bibliothèques en fait autour de chez soi, il y en a beaucoup plus que ce que je pensais de ce qu'elle explique, et aussi essayer d'en parler avec l'école pour en mettre en place une fois par semaine. Elle dit que c'est possible de le faire. Enfin, ça, c'est des ateliers philo, et sur les discussions informelles, comme on disait, en partant du matériel, quoi, en partant de ce que dit l'enfant, quoi. Moi, mon petit truc, c'est quand je vais voir des enfants de mes amis ou de ma famille, c'est de venir avec le livre. Parce que moi aussi, comme Julie, je reçois beaucoup de livres. C'est une grande chance qu'on a d'avoir des livres gratuitement. Et voilà, j'adore. Je vois tel enfant qui a des cheveux bouclés parce que sa mère est tunisienne. J'arrive avec le cheveu sur les cheveux bouclés et tout ça. Et j'adore ces moments. Je trouve que c'est pas du sérieux de lire des histoires avec des enfants que les enfants ont peut-être jamais lues, et de leur poser des questions après. Si les enfants veulent pas répondre aux questions, ce qui arrive souvent, on n'y répond pas. Mais je trouve ça, moi, ça m'apporte toujours de la joie de discuter avec les enfants et de les prendre au sérieux. C'est ça. Je pense que les prendre au sérieux, c'est vraiment ça, se mettre à leur niveau. Je pense en tout cas les copains, les copines de mon fils, c'est vraiment... Je suis presque leur copine. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients. En termes d'autorité, je suis pas ouf. Mais par contre, je sais qu'ils me font des blagues et tout, et que d'avoir cette proximité, ça aide à la discussion. Et par contre, les livres, c'est vraiment précieux parce que le mien, mon enfant, il n'est pas... Tu vois, on n'a pas des grands dialogues philosophiques, ça arrive assez rarement. Mais par contre, les livres, c'est vraiment j'allais dire mon arme, mais c'est hyper mal choisi comme mot, mais c'est vraiment mon outil pour faire passer les messages que je veux faire passer et qui lui plaisent, parce que le fait qu'il y ait une histoire, le fait que ce soit fictionnalisé, je ne sais pas si ça existe comme terme, mais vous m'avez compris, le fait que ce soit sympa pour lui, en fait, le message rentre comme ça. Et c'est aussi pour ça que continuez à m'envoyer des livres gratuits, parce que c'est par les livres que j'éduque mon enfant. Eh bien, super, merci Julie, merci Alice, merci mille fois d'avoir participé à ce lancement des conversations de Paillettes et Préjugés. Je vous rappelle que si vous avez trouvé Alice et Julie passionnantes, vous pouvez les retrouver dans vos librairies. Donc, privilège, ce qu'il nous reste à abolir pour Alice, et croire aux faits, mais pas aux clichés. pour Julie. Guylaine Michel et Alice de Rochechouart. Et vous avez aussi vos Insta que je vous laisse... Moi, c'est @Alice de Rochechouart et podcast Le Fil d'Actu. Et moi, c'est Petite Lecture Inclusive. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé l'écouter autant qu'on a aimé l'enregistrer. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à Paillettes et Préjugés et à laisser des étoiles sur votre appli de podcast, ça aide vraiment. Et si vous avez envie de creuser le sujet de cet épisode, ou si vous trouvez qu'on n'a pas vraiment répondu à la question, vous pouvez m'écrire sur Instagram, @paillettespréjugés au pluriel, et rejoindre la communauté WhatsApp de Paillettes et Préjugés. Cette communauté, c'est un lieu safe pour discuter des épisodes, poser des questions, partager vos expériences et offrir des recommandations aux autres membres. Et aussi tout savoir sur les coulisses du podcast, et notamment proposer ce qui deviendra peut-être la prochaine question d'auditorice. Vous venez d'écouter un épisode de Paillettes et Préjugés. Paillettes et Préjugés est un podcast 100% indépendant, gratuit et sans publicité. Il existe grâce à vos dons. Merci à toutes les personnes qui le rendent possible. Si vous aussi vous avez hâte d'écouter de nouveaux épisodes, et si vous le pouvez, allez tout de suite sur Ulule. Le lien est en description du podcast. En plus, en contribuant, vous pouvez rejoindre la super sympa, super utile communauté WhatsApp des abonnés. Et pour profiter de contenus inédits, suivez Paillettes et Préjugés sur Instagram et par newsletter, c'est gratuit. Paillettes et Préjugés est un podcast d'Aline Laurent-Maillard, monté par Pauline Bouillot. Le générique est aussi de Pauline Bouillot, avec une musique de Délide et les voix de Clémentine, Gabriel, Jo, Félix et Louze. À la semaine prochaine.